Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui, nouveau test dans le laboratoire puisqu'on va tester le nouveau fleuron de la réalité virtuelle sur PC. Ça vient de chez HTC, merci d'ailleurs de nous l'avoir envoyé en avant-première pour qu'on puisse l'essayer quelques jours. Et je parle bien évidemment du Vive Pro 2 qu'on va aller ouvrir tout de suite. Le Vive Pro 2 qui se présente d'ailleurs sous deux formats, soit on achète uniquement le casque, soit on prend le pack complet comme ici. Pack complet qui va comprendre le casque, mais aussi deux stations de base pour détecter les mouvements du casque et des contrôleurs, et bien évidemment les deux contrôleurs qui vont avec. Et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur de la boîte avec le casque d'un côté, les deux stations de l'autre, et à l'intérieur je suppose qu'on va trouver nos deux contrôleurs. Ici c'est des stations 1.0, légèrement moins performantes, c'est les anciennes que les versions 2.0, plus arrondies, elles sont facilement reconnaissables. Sans doute qu'ils n'avaient pas la capacité à fournir des 2.0 pour les tests. Dans le pack complet, il est bien promis des stations de base 2.0, donc plus performantes. Le gros avantage de ce système de détection de mouvement, puisque je rappelle que ici on est sur des stations qui vont émettre des lasers, qui vont être réceptionnés par les capteurs sur le casque ou sur les contrôleurs pour pouvoir les positionner dans l'espace. Le gros avantage de cette technologie, c'est qu'on est vraiment sur une précision millimétrique. En tout cas, c'est extrêmement précis, extrêmement fluide et rapide. Ce n'est pas trop sensible à la lumière. En fait, le seul inconvénient qu'on peut avoir par rapport aux surfaces, c'est si on a beaucoup de surfaces réfléchissantes. Là, c'est pas super performant. Mais sinon, c'est vraiment un système de tracking qui a fait ses preuves, qui est vraiment au point, qui est vraiment au top niveau. Gros inconvénient par contre de ce système-là, c'est que comme vous pouvez le voir, il nécessite vraiment d'être fixé pour être vraiment optimal. Pas aussi simple bien évidemment à utiliser qu'un système intégré dans le casque comme on peut en avoir sur l'Oculus Quest 2. Ça nécessite plus de temps de préparation et puis bien évidemment c'est beaucoup moins mobile. On ne va pas s'amuser tous les jours à retirer son système et à le réinstaller ailleurs. En tout cas, si on doit le faire, c'est pas le bon système pour ça. Donc on en a deux, c'est du classique pour ce genre de système, pour pouvoir au moins en mettre un dans chaque coin de la pièce. Comme on va être sur des systèmes 2.0, je rappelle les plus arrondis, vous pouvez vraiment les multiplier pour agrandir encore un peu plus votre surface de tracking. Mais déjà, avec une paire, vous pouvez faire du 4x4 mètres sans trop de problème. On trouve également des contrôleurs, rien de nouveau sur les contrôleurs, On est sur des contrôleurs de Vive Pro, directement déclinés des contrôleurs du Vive original. Peu d'évolution côté HTC sur les contrôleurs, en fait il n'y en a pas pour cette version-là. Clairement ils se sont concentrés sur l'optimisation du casque et donc ils ont conservé ces contrôleurs qui ont fait leurs preuves. Bon, on peut leur reprocher un peu leur ergonomie, très plate, pas forcément sur des formes, on va dire, très confortables pour la main. Par contre, elles ont le mérite de parfaitement s'adapter à des situations où on va tenir des objets tout droit. Comme je disais, elles ont déjà fait leurs preuves, on retrouve ce trackpad au milieu qui va être tactile, le bouton de gâchette, les boutons de grip sur les côtés. Bref, c'est du classique pour ceux qui les connaissent déjà. Moi personnellement, je préfère les Oculus Touch ou les Valve Index Controller que je trouve plus adaptés aux formes des mains et avec un système de tracking des positions des doigts plus précis. Donc rien ne vous empêchera après de juste prendre le casque et puis d'acheter les stations de base et les contrôleurs à part si vous voulez partir sur d'autres formats de contrôleurs. On regrettera peut-être simplement qu'ils n'aient pas pris la peine de décliner en version SteamVR les contrôleurs présentés avec le Vive Focus 3 qui aurait permis donc d'avoir des Oculus Touch-like compatibles avec la technologie SteamVR. Grand classique de la gamme HTC, on le retrouve et on le regretterait presque un petit peu parce que pour moi maintenant on peut se passer de ce genre de petit boîtier, mais on a un petit boîtier de contrôle, un petit boîtier d'interface entre le casque qu'on va venir brancher sur le devant, sur cette connectique propriétaire, et puis à l'arrière, donc l'entrée de l'alimentation, l'entrée USB qui va nous permettre de transférer toutes les données entre le casque et l'ordinateur, et aussi un port mini DisplayPort pour pouvoir relier le flux vidéo entre le casque et le PC. Et quand je vous parlais de câbles, justement, vous pouvez le voir, on en a tout un tas, principalement notre câble DisplayPort vers du mini DisplayPort pour se brancher sur le boîtier de contrôle. Les contrôleurs se rechargent en micro USB, il n'y a pas de pile dedans, on est vraiment sur des batteries intégrées, et donc on retrouve des câbles qui vont permettre de les charger. Et toutes nos prises murales pour aller brancher notre boîtier de contrôle au secteur ou pour brancher nos stations de base également au secteur. Toujours aussi imposant, les Vive Pro, on ne peut pas dire que leur petitesse soit leur point fort. Bon, après, c'est du robuste, on a l'habitude avec ce matériel. L'avantage, c'est qu'on ne part pas sur n'importe quoi. On connaît très très bien le matos déjà avec le précédent Vive Pro, le précédent Vive Pro High. Bref, on en est sur toute une gamme de Vive Pro là. On sent bien qu'HTC maîtrise son modèle. Hop, on va retirer les petites protections à l'avant.
puisqu'à l'avant, on va retrouver 2 caméras. Vous m'avez entendu tout à l'heure, je vous disais que le système de tracking n'était pas intégré directement au casque. Donc les 2 caméras vont vraiment être là pour proposer soit des applications de type réalité augmentée, soit simplement des applications qui nous permettent à certains endroits d'avoir un retour de l'environnement visuel réel, soit tout simplement aussi pour quand on sort de notre zone de tracking par exemple, voir l'environnement qui nous entoure. Voilà, donc c'est plein de petites fonctionnalités comme ceci que vont pouvoir nous permettre les caméras, mais en tout cas ça ne permet pas de positionner le casque dans l'espace. La sangle est assez massive avec ce réglage élastique sur le dessus de la tête, à velcro bien évidemment dessus. On a un serrage qui lui est plutôt à molette sur l'arrière du casque pour vraiment serrer les contours du casque et permettre de faire en sorte qu'il tienne bien sur le crâne, que le poids soit bien réparti, en tout cas le mieux possible pour alléger un petit peu ce casque qui est loin d'être un poids léger. On a une belle mousse à l'arrière qui va permettre un certain confort, on testera ça en pratique. L'interface faciale qui est vraiment très large. On a en plus des encoches pour permettre la rentrée de lunettes. Je testerai avec mes lunettes, avec différentes formes de lunettes. À mon avis, on est dans ce qui se fait de mieux en termes de largeur. Donc pour les porteurs de lunettes, ça peut être assez pratique. Je vous confirmerai ça également en pratique. On a un petit capteur de présence qui va nous permettre de le sortir de veille ou non. On a des lentilles de type Fresnel. Vous le voyez ici, on retrouve les fameuses auréoles à l'intérieur des lentilles. Par contre, sur ce casque-là, sur ce modèle, on est sur une nouvelle technologie de lentilles Fresnel. En tout cas, c'est comme ça qu'HTC nous vend le produit, à savoir des lentilles en 2 parties. C'est comme ça qu'il nous l'explique. Et donc qui permettent, avec des lentilles très plates, comme vous pouvez le voir ici, d'atteindre un champ de vision de 120 degrés horizontal, en tout cas sur le papier. On testera ça dans le laboratoire. On a un petit cache sous le nez. On aime, on n'aime pas. Moi, j'apprécie plutôt. Ça permet généralement de bien masquer la lumière. On nous annonce 2 entrées micro sur ce casque pour permettre de pouvoir communiquer proprement, d'avoir un bon retour audio à l'intérieur du casque. Je vous ferai tester ça dans le laboratoire, j'ai l'impression qu'ils sont juste ici et ici, les 2 entrées micro, on verra ce que ça donne en pratique. On a nos écouteurs assez imposants qui peuvent, comme vous le voyez, pouvoir se régler sur la largeur, sur la hauteur, dans la longueur, bref. Ça, c'est vous qui voyez pour bien le positionner devant vos oreilles. Il y a même ici une petite possibilité encore de réglage un peu plus fin. C'était pas l'un des gros points forts de la gamme Vive jusqu'à présent. On verra si ça s'est amélioré, si ça atteint le niveau d'un Valve Index par exemple, qui est vraiment très bon sur ce critère. On a notre câble avec notre connecteur, bien entendu, qui va aller sur le boîtier de contrôle que je présentais juste avant. Et pour s'adapter au visage de chacun, on a un petit bouton ici qui va nous permettre de rapprocher ou d'éloigner, comme vous le voyez ici, l'interface faciale et donc concrètement d'éloigner ou de rapprocher les lentilles de notre visage. Mais on a aussi, et ça c'est plutôt cool et plutôt apprécié, juste ici une petite molette qu'on avait déjà sur les précédents modèles du Vive et qui permet de régler les lentilles sur un rapport de 57 à 72 mm. Donc ça permet vraiment de régler l'intervalle entre ces 2 yeux sur cette distance-là et de s'adapter à la morphologie de la plupart des gens. Et c'est ici, mais je ne veux pas le faire tout de suite parce que je ne voudrais pas abîmer le casque avant les premiers tests, qu'on peut détacher une partie de l'interface faciale pour permettre d'accéder aux différents ports accessibles directement dans le casque. À l'intérieur, caché derrière la façade, on a donc une définition d'écran de 5K, 2448 par 2448 pixels par œil plus précisément, sur une technologie LCD. On n'est pas sur de l'OLED, donc on n'aura pas les mêmes contrastes qu'avec l'OLED. Par contre, on est sur du Full RGB, c'est-à-dire que les matrices de sous-pixels sont véritablement agencées pour permettre un meilleur confort de définition. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que logiquement, vous devriez avoir très peu d'effets de grille à l'intérieur de ce casque, voire même avec sa définition, normalement on ne devrait même plus le percevoir du tout. Et donc sans plus attendre, direction le laboratoire en réalité virtuelle pour aller tester un petit peu toutes les caractéristiques de ce casque et les comparer aux autres casques de réalité virtuelle PC ou même avec le Quest 2. On commence comme d'habitude par le test de fluidité avec le jeu de balle qu'on peut accélérer un petit peu. Pour rappel, ce casque permet d'aller jusqu'à 120 images par seconde, c'est le mode que j'ai activé ici. Malheureusement, mon laboratoire étant assez gourmand, je n'arrive pas à tenir les 120 images par seconde dans ce mode-là. J'ai donc dû basculer sur le laboratoire des tests mobiles pour pouvoir avoir une fluidité et la tester à 120 images par seconde. Et ce que je peux vous garantir, c'est que l'effet waouh, et bien là, on a une parfaite fluidité quand on atteint ce taux de rafraîchissement. Bon, déjà à 90 images par seconde, c'est déjà très bien. Là, à 120, on est vraiment dans le haut du panier des statistiques que peuvent proposer certains Pimax, le Valve Index, qui peut même aller encore un petit peu au-delà. Mais là, déjà à 120 images par seconde, on est vraiment dans le top niveau.
Je vous propose de rester sur les performances pour parler un petit peu de la gourmandise de ce casque de réalité virtuelle. Pour rappel, du 2448 pixels par 2448 pixels, une dalle 5K à l'intérieur de ce casque de réalité virtuelle, et donc la nécessité d'une grosse machine, d'un gros PC et d'une grosse carte graphique pour faire tourner tout ça. Dans ce test de performance, vous pouvez le voir juste ici, en poussant donc la qualité au niveau ultra, pour vraiment bénéficier de cet apport de définition, qui est quand même tout l'intérêt du casque. On atteint une moyenne, allez, entre 31 et 32, quand j'ai fait le test tout à l'heure, images par seconde, là où un HP Reverb G2, donc qui était avec une définition un petit peu moindre, mais quand même assez comparable sur la VR un peu ultra haute définition, tournait autour de 50 images par seconde. Donc ça marche bien, vous le verrez après dans les tests de netteté, mais c'est quand même assez gourmand. Alors j'en ai pas encore parlé, mais clairement, on a une netteté assez impressionnante dans le casque, dès lors qu'on passe sur ce niveau ultra. Méfiez-vous si vous achetez le Vive Pro 2, le niveau ultra haute performance, donc le niveau ultra maximum en termes de définition à 120 images par seconde, semble pas totalement bien réglé dans la console Vive, parce qu'il y a une console Vive qui nous permet de paramétrer l'image et les performances comme on le souhaite. Ça semble correspondre plutôt au niveau performance, et donc on perd la définition. Donc pensez bien soit à booster la définition de façon manuelle dans les paramètres de Steam, soit passer plutôt au niveau ultra 90 images par seconde, qui lui semble bien configuré en termes de définition. J'en parle parce que ça fait quand même une différence assez majeur dans la perception de la netteté, parce que oui, je peux le dire, cet apport de définition, une dalle 5K, une dalle qu'on n'avait pas encore vue dans un casque de réalité virtuelle proche du grand public, alors sauf peut-être pour les Pimax 8KX, mais le champ de vision étant tellement large qu'on perd quand même un petit peu de netteté au centre du champ de vision. Ici, on bénéficie quand même pleinement de la netteté apportée par ces dalles, et c'est quand même assez impressionnant. Assez impressionnant pour que dans mon test de perception des distances, qui me permet réellement de comparer les casques de réalité virtuelle, je peux percevoir des lettres. Je rappelle que le test en gros c'est que j'éloigne des lettres, vous le voyez, ici c'est de la distance, je suis à 30 mètres, je peux encore l'éloigner. À chaque distance que je fais mon test, je vais pas le faire là en live parce que ça pourrait prendre un peu de temps, à chaque distance je fais toute une batterie de tests. Dès lors que j'ai plus de la moyenne fausse, je considère que je m'arrête et que la distance précédente était la distance maximum à laquelle je peux encore continuer à lire les lettres. Et si je continue d'avancer, c'est parce que je vais vous donner le résultat que j'ai obtenu avec ce casque de réalité virtuelle. Pour le moment, je le rappelle, le meilleur résultat était obtenu par le HP Reverb G2, qui plafonnait à environ 60 mètres de distance pour la reconnaissance des lettres avec ce jeu de test aléatoire. Est-ce que ce Vive Pro 2 domine ce HP Reverb G2 ? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup en matière de définition ? Eh bien oui, puisque j'ai pu atteindre le score assez phénoménal, faut bien le reconnaître, de 70 mètres. J'ai gagné 10 mètres en fait en netteté dans la profondeur par rapport à un HP Reverb G2 qui était jusqu'à présent le meilleur casque sur ce critère-là que j'avais pu tester dans mon laboratoire. Peut-être en attendant un test du Vario, s'ils veulent bien nous en envoyer un. À titre de comparaison, un Valve Index plafonne à environ 40 mètres, un Oculus Quest 2 environ 45 mètres, même en boostant tous les paramètres à fond. Et donc ici, on n'a pas 2 fois la netteté d'un Valve Index, mais quasiment, on en est quand même pas loin, ce qui correspond d'ailleurs assez bien au ratio de gain de définition qu'on a gagné dans ce casque. Et ça va être quand même plutôt cool pour plein d'usages, notamment pour tous ceux qui aiment bien les simulations automobiles où on a besoin d'avoir une certaine perception de netteté dans la profondeur. Je cache pas qu'à cette distance-là, je suis vraiment obligé de mettre mes lunettes pour commencer à percevoir la différence de netteté. C'est pour vous dire à quel point on commence à s'approcher de la netteté de l'œil humain. Vous affolez pas, on n'y est pas encore, il y a encore une petite marge de manœuvre, notamment en matière d'aliasing, où on voit encore un peu d'aliasing, surtout dans la profondeur. Le screen door effect, l'effet de grille, vous allez peut-être me demander si on le voit encore. Dans la plupart des scènes, je le vois plus. Ça y est, on atteint une définition, on va plus le percevoir. Alors, je dis dans la plupart des scènes parce que, bien évidemment, dans des scènes très claires, dans des zones très claires, celui qui le cherche, il n'y a pas de souci, il va encore trouver le screen door, l'effet de grille. Très très légèrement, voilà, vraiment pas dérangeant à mon sens, mais bien sûr, celui qui le cherche vraiment va finir par le trouver. C'est vraiment plus un problème à partir de cette définition d'écran. On a plus de soucis d'aliasing, de netteté dans les arrière-plans, même si encore une fois, ce casque est très bon sur ce point, mais on a beaucoup moins un problème de screen door effect. Un excellent point d'ailleurs pour tous ceux qui aiment regarder des contenus vidéo en réalité virtuelle, ça sera quelque chose qui vous gênera plus trop, ni le manque de définition. Franchement, j'ai testé 2-3 contenus vidéo, avec ce casque-là, ça marche super bien, sauf 2-3 points qu'on va évoquer juste après. Mais avant, on va parler du champ de vision de ce casque. Alors je rappelle, ce test c'est très simple, on va écarter
les points rouges jusqu'à atteindre la limite de mon champ de vision, et les points verts pour atteindre la limite de mon champ de vision, mais cette fois à la verticale. Le point rouge à l'horizontale, les points verts à la verticale. D'où les petits indicateurs en haut. HTC nous annonce 120 degrés de champ de vision horizontal. Pas se mentir, quel que soit le constructeur, je crois pas avoir déjà collé avec le champ de vision horizontal annoncé par celui-ci. On est toujours 10-15 degrés en dessous. Ceci dit, si on est à 110 degrés de champ de vision horizontal, ça sera quand même vachement bien, puisque un Valve Index qui est un très bon casque sur ce point plafonne à environ 110 degrés de champ de vision horizontal, quand je le teste, entre 110 et 115 en fonction de si je compresse mon visage ou non. Ici, j'ai moins de possibilités de compression, je précise que je fais le test avec la façade, vous l'avez vu dans l'unboxing, donc au maximum rapproché de mon visage, et donc je peux continuer à avancer, vous voyez, le résultat commence à être bon, puisque je peux encore continuer à avancer à l'horizontale, et donc j'arrive à peu près à 108 degrés de champ de vision horizontal. Là où dans le Valve Index, j'étais à 110, 112, 114 vraiment en compressant mon visage. Ici, dans une situation assez confortable avec le Vive Pro 2, j'arrive à 108 degrés de champ de vision horizontal, un résultat tout à fait honorable, au-dessus d'un HP Reverb G2 qui était mesuré à 100 degrés sur ce critère, en mesure réelle, et donc c'est vachement bien. Voilà, c'est une bonne mesure pour un casque de réalité virtuelle. Ça n'empêchera pas de percevoir les bords sur les côtés, qui restent malgré tout assez visibles, mais ça va venir clairement renforcer l'immersion, surtout que le champ de vision horizontal est très important, je le dis souvent, mais c'est très important en réalité virtuelle. Je récapitule donc nos premiers résultats jusqu'à présent, une fluidité vraiment au top quand on est à 120 images par seconde, une netteté qui dépasse tous les concurrents qu'on a pu tester, donc un gros point fort, un champ de vision plutôt dans la moyenne haute, mais donc il est parfait, pas vraiment. Pas vraiment, on va aller sur les choses qui fâchent un petit peu plus, malheureusement, dans ce casque de réalité virtuelle. Allez, déjà, on démarre un petit peu par l'aspect lentille, je vous en parle. Donc, HTC pour ce casque teste visiblement une nouvelle technologie, on comprend qu'il y a deux parties qui se superposent pour essayer d'avoir un champ de vision plus large, avec des lentilles tout aussi plates, voire plus plates. Est-ce que ça marche bien? Ça marche plutôt bien, comme vous l'avez vu avec le champ de vision, il n'y a pas de souci. Par contre, le champ de vision vertical reste intéressant à mesurer, et donc ici j'arrive à peu près à 90-92 degrés, plutôt 90 d'ailleurs, de champ de vision vertical. Là c'est pas un des grands points forts du casque, d'ailleurs ça se voit, il a un champ de vision assez rectangulaire pour le coup, c'est-à-dire que je vois quand même assez bien les bords en haut et en bas, ils sont moins dérangeants que sur les côtés mais ils sont quand même assez visibles. Je teste le lens glare, et là c'est pas dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui en réalité virtuelle. C'est pas dramatique, mais on a vu mieux. On n'est peut-être pas au niveau du Valve Index qui a vraiment un lens glare quand même assez voyant avec des effets de réflexion sur les côtés, mais on retrouve quand même un petit peu ces effets de réflexion sur les côtés, une représentation des textes, alors particulièrement dans les scènes contrastées, je vous rassure, dans des scènes un peu plus normales, on n'a pas trop cet effet-là, il n'est pas trop marqué quand même, c'est largement jouable, ça va pas être un critère bloquant. Malgré tout, voilà, dans des scènes très textuelles ou avec de forts contrastes, on est à mi-chemin entre un Valve Index et des casques un peu meilleurs, c'est-à-dire que c'est loin d'être parfait. On n'a pas ce voile blanc de reflets lumineux qu'on peut avoir dans le Valve Index, malgré tout, on a quand même une perception assez importante des anneaux lumineux des lentilles Fresnel et une réflexion un petit peu sur les côtés du texte projeté au centre. C'est pas bloquant, je le redis, mais franchement, on a vu mieux, c'est pas super agréable. Donc une technologie peut-être intéressante pour gagner en champ de vision, on l'a vu tout à l'heure, mais peut-être pas encore parfaite. Ça se voit aussi dans sa zone de netteté, c'est-à-dire que, c'est bien, on a étendu le champ de vision horizontal, ça se voit quand je fais ce test-là. Par contre, on a quand même une portion sur le côté du champ de vision qui n'est pas très nette. C'est un peu le cas aussi en haut et en bas. Voilà, je vais essayer de vous représenter ça sur un schéma, comme d'habitude. Sur certaines séquences, on a l'impression que c'est très très dur de s'ajuster en netteté. Et donc ça vient d'un sweet spot, comme on l'appelle, d'une zone de netteté qui est quand même assez centrale. Alors l'avantage du casque, c'est qu'il est assez facile à bien régler sur sa tête et à bien serrer pour éviter qu'il bouge trop pendant les sessions de jeu. Ça, c'est un de ses gros avantages. L'inconvénient, c'est qu'il tient un peu chaud, j'en reparle juste après. Mais en tout cas, l'avantage, c'est ça. Et du coup, ça fait que même si la zone de netteté n'est pas extra large, on arrive à la trouver, à bien se serrer et donc à pas trop être gêné avec ce critère-là. Malgré tout, je suis moyennement convaincu par cette nouvelle technologie pour ces petits aspects-là qui sont encore pas tout à fait au point. Dans les autres critères qui vont fâcher un petit peu,
on a la partie contraste, où là, on va souffler le chaud et le froid. Alors déjà, dans la stat concrète, je suis à un niveau de contraste de 23. Après, j'arrive plus à percevoir en fait les gammes de noir. C'est très très bas par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en réalité virtuelle. Je sais pas si ça vient des réglages du casque. Sans doute que software, on doit pouvoir régler ça, peut-être même qu'HTC va le régler d'ici la sortie officielle du casque. Mais là, effectivement, on a, je trouve, assez peu de contraste dans le casque. En tout cas, c'est beaucoup moins contrasté. J'ai testé tout à l'heure, vraiment avec le Valve Index. J'alternais l'un l'autre comme ça, d'un coup sur l'autre. On est beaucoup moins contrasté que sur le Valve Index. Ça vient du fait que peut-être que HTC passant de l'OLED au LCD avec ce casque-là, ils ont voulu garder un certain niveau de noir. Et c'est vrai que les noirs sont plus profonds dans le HTC Vive Pro, mais c'est un peu le cas de tout le reste. En fait, le casque est globalement plus sombre que, par exemple, l'Index. Les noirs sont plus profonds, et ça, du coup, ça plaira peut-être à ceux qui aiment les noirs profonds. Mais ça manque un petit peu de luminosité quand même, tout ça. Alors, est-ce que c'est pour aussi un petit peu cacher les effets de réflexion dans les contrastes que j'évoquais juste avant? Peut-être, comme il y a moins de contrastes, je pense que, je vais pas dire que ça cache la misère, mais peut-être un peu quand même. Mais du coup, voilà, je suis quand même assez mitigé sur ce taux de contraste et surtout ce taux de luminosité dans les blancs. Un peu dommage d'ailleurs, puisque si je parle de couleurs, là pour le coup, je trouve que le casque est assez bien équilibré entre les différentes teintes de couleurs. On a des bleus-bleus, des verts-verts, des rouges-rouges, et donc on a un équilibre de couleurs plutôt sympa et des couleurs qui sont assez naturelles. Je reviens dans mon lab, des couleurs qui sont assez naturelles dans l'ensemble et assez agréables, je trouve, à regarder. Je n'oublie pas d'en parler, je vous parlais des caméras de devant, on va tout de suite les activer pour voir un petit peu ce qu'on peut voir à travers le casque. J'espère que vous aurez le retour vidéo à l'écran. Donc on va ajouter, allez, on va mettre la vue de la pièce, tout à fait. Est-ce qu'on met la vue opaque? Ouais, allez, on va mettre la vue opaque et on active la caméra. Allez, on commence le test, vérification de la caméra. Et là, ça ne fonctionne pas. Eh ben, ok. Donc, je plaisantais en plus, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, malheureusement, c'est une fonctionnalité que je vous montrerai dans une autre vidéo. Je passe sur la partie sonore. Allez, je vais aller vers mon test de son là-bas, juste histoire d'avoir un petit peu de son. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le son? Le son, il est de bonne qualité. Voilà. Je dirais pas qu'il est excellent, j'ai connu mieux. Encore une fois, je vais les citer, mais le HP Reverb G2 et surtout le Valve Index ont vraiment une qualité sonore et j'apprécie énormément d'avoir ces écouteurs décollés des oreilles. Voilà, en particulier dans les basses, c'est vraiment très impressionnant pour ceux qui ont testé. Moi, je trouve que c'est vraiment la bonne technologie pour la réalité virtuelle. Ici, on retrouve des écouteurs plaqués sur les oreilles. Bah, faudrait presque les compresser pour vraiment avoir de bons niveaux de basse. Malheureusement, on peut pas, à moins de mettre un cerceau autour de la tête. Et donc, des fois, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur comme son, même si, encore une fois, je le dis, il est de bonne qualité par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres casques. Il est quand même de bien meilleure qualité que toutes ces solutions avec les enceintes intégrées au sangle, par exemple, qu'on peut avoir dans l'Oculus Quest 2, dans le Rift S ou ce genre de casque. Ici, on est quand même sur un niveau bien meilleur. Ce qui me gênera juste, c'est que franchement, ces écouteurs, ils tiennent super chaud. Globalement, d'ailleurs, ce casque, il tient chaud, voilà. Là, j'ai passé quelques heures avec et j'en transpire, vous voyez, et pourtant c'est pas encore l'été, et je trouve que c'est un casque qui... alors j'ai pas mesuré la température du casque, le fait qu'il couvre une grosse partie du visage, le fait que, bien évidemment, ils ont mis un cache sous le nez, ce qui est plutôt agréable pour le jeu de lumière, mais ce qui étouffe encore un petit peu plus l'utilisateur à l'intérieur du casque, fait que globalement, on a quand même très chaud dans ce casque, il pèse son poids, ça sent un peu, même si encore une fois, je le dis, la sangle, le gros système de sangle, le confort des mousses fait que, bon, sur des sessions assez longues, on arrive à le supporter. Malgré tout, son poids se fait ressentir. J'imagine même pas si on y rajoute le module sans fil, qui est possible de rajouter sur ce casque, ou encore un facial tracker ou l'ensemble. Là, vraiment, ça doit commencer à devenir inconfortable sur des sessions très longues. Oh, voilà, je sais pas à quoi je ressemble, mais vous le voyez, là, j'ai passé à peu près 2 heures avec le casque sur la tête. En sortant des 2 heures, je ressemble à ça, quoi. J'en ai pas parlé, mais puisque je suis sur le confort, je rappelle que le gros avantage par contre des Vive Pro, c'est qu'on peut très facilement détacher les mousses pour les remplacer, en mettre peut-être des plus confortables, des plus fines aussi si on veut encore gagner en champ de vision, ou tout simplement avoir différents jeux pour pouvoir les laver entre 2 sessions ou 2 utilisateurs. Je rappelle que ce casque est aussi beaucoup orienté professionnel, et donc ça peut être très pratique pour passer d'un utilisateur à un autre. Comme d'habitude, petit test du microphone, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trouvé la qualité audio assez satisfaisante pour faire tout le test avec. Alors, est-ce que ça vient de mon enregistrement via Audacity, ou est-ce que ça vient d'autres paramètres? Peut-être qu'avec SteamVR c'est meilleur. En tout cas, pour le moment, je suis pas super convaincu par la qualité des micros, alors qu'ils étaient pourtant vantés. Peut-être que ça pourrait se régler simplement par des petites mises à jour logicielles, espérons-le.
Côté jeu, pour compléter ce test, j'ai bien entendu testé pas mal de classiques, The Blue pour tester un petit peu la netteté, j'aime beaucoup cette démo qui est toujours aussi belle malgré le temps, Beat Saber pour tester un petit peu la netteté dans la fluidité, j'ai également testé de la simulation avec Assetto Corsa, avec du Star Wars Squadron, bref, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'effectivement, voilà, sans surprise, la porte de netteté est un véritable atout. Dans Assetto Corsa, on apprécie le petit apport de champ de vision, tout simplement parce que ça permet, même quand on regarde en face de soi dans la voiture, d'apercevoir les véhicules dans les rétroviseurs, et ça c'est super agréable. Du coup on aperçoit le mouvement. Voilà, bien évidemment dans tous ces jeux, les contrôleurs ne font aucune surprise puisqu'il n'y a pas de nouveauté, hein. On est sur des contrôleurs classiques, soit HTC Vive, soit Valve Index contrôleurs qu'on a déjà eu l'occasion de tester et qui sont nettement aboutis. Aujourd'hui c'est sans doute, comme je le disais tout à l'heure, l'un des meilleurs tracking, l'une des meilleures détections de mouvement du marché, qu'on soit d'ailleurs en zone sombre ou pas. J'ai oublié d'en parler aussi tout à l'heure, mais on n'a pas d'effet d'arc-en-ciel, on n'a pas d'aberration chromatique véritablement perceptible, et ça c'est fort appréciable dans n'importe quel contenu. Donc dans les jeux globalement ça se passe bien. Moi perso, ce que je regrette un petit peu dans ces contenus là, encore une fois, surtout dans les jeux un peu sombres, c'est le manque de luminosité, le manque de contraste. Dans certaines séquences assez sombres, ça se sent, et du coup c'est pas super agréable. J'espère vraiment qu'HTC va nous permettre de régler dans sa console par exemple la luminosité, c'est peut-être déjà le cas, j'ai pas trouvé, pour pouvoir jouer un petit peu sur ce paramètre, quitte à dire bah j'accepte peut-être un peu plus de dérives lumineuses, peut-être un peu plus de screen door, mais au moins j'arrive un petit peu plus à percevoir mes scènes sombres. Donc globalement du très bon quand même sur ce type de contenu. De là à justifier le prix pour jouer, on en parle juste après. Voilà, et si on fait une moyenne de tout ça, je dirais que globalement, est-ce que ce casque vaut le coup? Sans doute, pour tous ceux qui vont vouloir avoir l'expérience la plus nette de réalité virtuelle. Sur PC, actuellement c'est clairement le casque qui propose ça, alors à moins de mettre ensuite des tarifs qui vont peut-être aller au-delà des 2000, 3000 voire 4000 euros, mais sinon on va dire dans des prix qui restent encore assez abordables, moins de 1000 euros pour un casque, et bien celui-ci va vous offrir vraiment la plus grosse netteté. Il bénéficie de la technologie SteamVR qui est également la meilleure technologie de tracking. Valve Index et HP Reverb G2 à part, c'est sans doute aujourd'hui celui qui propose aussi un rendu sonore de qualité par rapport à d'autres casques de réalité virtuelle, et il a le mérite d'être compatible avec tout ce qui était déjà compatible à HTC Vive. De là à dire qui mérite son prix, bah ça je vous laisserai peut-être seul juge. Alors pour les pros, sans doute, s'ils veulent vraiment bénéficier de la technologie la plus nette pour faire des formations par exemple sur des tableaux de bord ou ce genre de choses, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de netteté, notamment dans les premiers plans, c'est quand même pas mal. Alors attention quand même à la productivité, j'en ai pas parlé, mais autant pour des contenus vidéo, j'ai trouvé le casque vraiment top, autant pour faire de la bureautique en réalité virtuelle, bah, ce petit problème de fuite de lumière font que j'ai trouvé ça assez gênant. Un petit peu dommage pour un casque professionnel. Pour le grand public, de là à dire qu'il vaut son prix, à savoir quand même 800 euros sans les contrôleurs et sans les bases, qu'il faudra donc acheter en supplément, et donc là la facture elle monte vite, bah j'aurais beaucoup plus de mal à conseiller ce casque-là à ce tarif-là. Hein. Voilà, ça va vraiment se destiner pour moi aux vrais passionnés qui veulent le top du top en matière de netteté. Hein. Si vous n'êtes pas dans ce critère-là, réfléchissez-y à 2 fois avant d'y aller, surtout que je rappelle, hein, ce casque il est pas du tout autonome, donc on peut pas l'amener partout. Hein. La technologie SteamVR nécessite quand même qu'on reste dans une zone assez bien définie et qu'on change pas nos réglages de pièces tous les 4 matins. Hein. C'est beaucoup moins facile à utiliser qu'un Oculus Quest par exemple pour citer celui-ci, et donc difficile d'aller justifier un tel investissement par rapport au casque que je viens de citer. Si vous avez déjà tout le matériel SteamVR, ça vous fait 800 euros alignés pour le casque. Là encore, ça se réfléchit quand même, surtout que je rappelle que le module sans fil n'est pas intégré, donc si vous voulez vous épargner tous les câbles, bah faudra encore venir ajouter une surcouche supplémentaire de facturation qui en plus n'est pas compatible avec la définition complètement native du casque et sa fréquence, donc en plus en acceptant une certaine perte de qualité quand vous allez être en mode sans fil. Voilà, et donc malgré ça, je remercie quand même beaucoup HTC de nous avoir envoyé ce casque en avant-première pour qu'on puisse vous en faire le test complet. J'espère que ça aura été assez complet. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de vous parler. Ce sera peut-être l'occasion de futures vidéos, j'aurai le casque encore quelques jours. Donc n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, super important pour nous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager les vidéos, c'est vraiment important, ça nous permet comme ça d'obtenir quelques exclusivités de tests en France. Et ça c'est quand même super cool, donc merci à vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.